Salut les petits clous, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Égypte, des pyramides et des théories qui vont avec. Alors aujourd'hui, on va s'y remettre. On va s'intéresser à la pyramide dite de Khéops, à l'étalon de mesure qui a servi lors de sa construction et à toutes les particularités mathématiques que l'on peut observer. Avant de démarrer, je vais faire un petit disclaimer parce que je sais que c'est un sujet qui met certaines personnes à cran. Je ne défends aucun point de vue, aucune théorie, ni aucune croyance. Je ne fais qu'exposer et mettre en image des informations. D'ailleurs, je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car je ne vais pas me contenter d'exposer des chiffres, mais je vais aussi m'attaquer à la question, est-ce que c'est du hasard ou pas? Allez, branchez vos cerveaux, on est parti pour un peu de mathématiques. Pour poser des bases solides, je vais vous détailler toutes les unités de mesure utilisées durant l'Égypte antique de la première à la 26e dynastie qui, elle, réformera tout le système. La mesure la plus grande est la coudée royale qu'on appelle aussi la grande coudée. Toutes les autres mesures en sont des fractions. La coudée royale, c'est la mesure entre le bout du majeur et le creux du coude. Elle mesure à peu près 52,3 cm. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de sa dimension tout de suite, car c'est le sujet du chapitre suivant. La plus petite unité, c'est le doigt. Il fait 1/28e de coudée royale, c'est-à-dire à peu près 1,87 cm, et vous l'aurez deviné, il s'agit de la largeur d'un doigt. Les Égyptiens comptaient en fractions, c'est pour ça qu'à chaque unité, je vous donne sa valeur approximative en centimètres et la fraction de la coudée royale à laquelle elle correspond. Ensuite, on a le palme qui fait 1/7e de la coudée royale, c'est-à-dire 7,5 cm. Il s'agit de la largeur de la paume de la main mesurée à la base des doigts. La main, c'est un palme plus un doigt, c'est donc 1/7e plus 1/28e de coudée royale, environ 9,375 cm. Juste après, il y a une unité un petit peu curieuse, la sandale. On ne sait pas vraiment comment elle était mesurée, mais on sait qu'elle fait 5 doigts et 3/5e, c'est-à-dire 10,5 cm environ. Le double palme, 2 largeurs de main pour faire une dimension d'environ 15 cm, et ça fait 1/4 plus 1/28e. Le petit empan, c'est la distance entre le pouce et le petit doigt quand la main est ouverte au maximum. Il fait 1/4 plus 1/27e plus 1/28e de coudée royale, 22,5 cm. Ensuite, il y a le grand empan, 26,25 cm. On ne sait pas comment est-ce qu'il était mesuré, mais on sait qu'il fait 1/14e de coudée royale. S'ensuit la coudée sacrée qui fait 30 cm, ce qui correspond à 1/2 plus 1/14e de coudée royale, et c'est la distance entre le poignet et le creux du coude. La coudée rémène, 37,5 cm. C'est la distance entre l'épaule et le creux du coude. Ça fait 1/2 plus 1/7e plus 1/14e de coudée royale. Pour terminer, la petite coudée, c'est la distance entre l'extrémité du pouce et le creux du coude. C'est une unité qui fait à peu près 45 cm et elle vaut 3/4 plus 1/14e plus 1/28e de la coudée royale. Il existe une dernière mesure qui s'appelle la brasse, que je n'inclus pas dans ce schéma parce qu'elle est très controversée et on n'est pas certain de son existence. Alors je sais pas vous, mais moi quand on me donne des unités de mesure qui proviennent du corps humain, j'ai tout de suite envie de sortir un mètre et de mesurer, et c'est ce que j'ai fait. Alors le doigt ça va, l'empan c'est bon, la main aussi, mais alors tout le reste ça ne va pas du tout. La coudée sacrée doit faire 30 cm, chez moi elle fait 27. La petite coudée doit faire 45, chez moi elle fait 37. Et la coudée royale qui fait à peu près 52,3 cm, sur moi je l'ai mesurée à 44,6 cm. Alors il y a un truc que je ne comprends pas trop sur les proportions, c'est la différence entre la coudée sacrée qui va du coude au poignet et la petite coudée qui va du coude à l'extrémité du pouce. Dans le système métrique de l'Égypte antique, on passe de 30 à 45 cm. Ça fait un rapport de proportion de 1,5.
Donc si vous mesurez votre avant-bras du creux du coude au poignet et que vous multipliez le résultat par 1,5, vous obtiendrez la distance entre le creux du coude et l'extrémité du pouce. Ça, c'est selon les systèmes de mesure de l'Égypte antique. En mesurant mon avant-bras, j'ai trouvé 27 cm pour la coudée sacrée et 37 pour la petite coudée. Ça fait un rapport de proportion de 1,37 et j'ai trouvé sensiblement le même résultat sur l'avant-bras de ma copine. En plus de ça, j'ai une coudée royale à 44,6 cm alors que les Égyptiens l'ont mesurée à 52,3. Alors soit les mecs avaient des avant-bras de déménageurs bretons, mais à ce moment-là ils devaient aussi mesurer 10-15 cm de plus que moi, soit c'est moi qui ai les avant-bras mal foutus. Je sais pas. Ça serait marrant qu'on mesure tous nos avant-bras selon les unités égyptiennes. On pourrait rentrer ça dans un tableur, faire des moyennes et ça servira à rien, mais ce serait marrant. La coudée royale a varié durant l'histoire égyptienne et surtout ce n'est pas une unité de mesure exclusive à l'Égypte. Quand on parle de coudée, il s'agit d'un étalon de mesure de l'Antiquité. Mais il y en a tout un tas, la coudée hébraïque, la coudée de Babylone, la coudée de Nippur, etc. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire une coudée égale tant de centimètres, ça n'a pas de sens. Déjà il faut préciser le type de coudée, royale, petite, sacrée, etc. Et surtout, il faut la remettre dans son contexte. Dans quelle région se trouve-t-on et à quelle époque? Cette vidéo concerne la pyramide de Khéops, donc à partir de maintenant, lorsque je parlerai de coudée, il s'agira de la coudée royale utilisée pour la construction de la pyramide de Khéops. Si on retrouve une coudée en bois par exemple, c'est assez simple. On la mesure, on la date et on dit ici, à cette époque précise, ils utilisaient une coudée qui vaut tant de centimètres. Alors, je dis c'est facile, on se comprend, hein, c'est facile sur le papier. Si on n'a pas de coudée physique, on peut tenter de la déduire directement d'un bâtiment et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comme on va s'intéresser à la pyramide de Khéops, ce qui serait pas mal, c'est qu'on connaisse les dimensions de la coudée qu'ils utilisaient à cette époque-là précisément, ou alors, s'ils ont utilisé une coudée unique juste pour ce bâtiment, ça serait cool qu'on sache combien elle mesure. Bon, manque de peau, on n'a pas retrouvé physiquement cette coudée, mais on a quand même quelques pistes pour tenter d'en faire une estimation. Pour ceux qui dormaient au fond de la classe, la pyramide de Khéops est constituée de 3 chambres. La chambre souterraine, la chambre de la reine et la chambre du roi. Cette dernière est faite avec des dalles de granit et c'est super cool, parce que le granit est un matériau qui ne bouge pas dans le temps. Du coup, si on mesure la chambre aujourd'hui, on sait que ça va correspondre aux mesures choisies à l'époque. Il y a un architecte français du nom de Gilles Dormion qui a mesuré l'intégralité de la chambre et qui a publié les plans dans son livre La chambre de Khéops. Il se trouve que la chambre du roi est un double carré, et ça c'est plutôt pratique parce que ça va nous faciliter la tâche pour déduire l'étalon de mesure utilisé. Au sol, la chambre mesure 5,235 mètres de large par 10,45 mètres de long. Alors, pour en déduire la coudée royale, il y a 2 paramètres à prendre en compte. Le premier, c'est que le résultat doit être contenu entre 52 et 54 cm, parce qu'on sait que c'est la variation des coudées royales à travers le temps. Pour l'instant, on n'a jamais retrouvé de coudée royale de 75 cm ou de 12 cm. Deuxième paramètre, on va partir du principe que les Égyptiens ont choisi un nombre entier de coudées royales pour dessiner les plans de la chambre du roi. Alors oui, ils auraient très bien pu faire une chambre qui fait 9,27 coudées par 18,54, mais on va partir du principe que les mecs se sont simplifiés la vie. Du coup, si on prend en compte ces 2 paramètres, on obtient une chambre qui fait 10 coudées de large par 20 coudées de long. Alors juste pour vérifier, on va essayer avec 2 autres chiffres. Est-ce que la chambre aurait pu faire 9 par 18 ? Eh bien 5,235 mètres divisé par 9, ça donne 58 cm. Ce n'est pas compris entre les 52 et les 54 cm du premier paramètre à prendre en compte. Et est-ce qu'elle aurait pu faire 11 par 22 ? Alors même opération, 5,235 divisé par 11 nous donne 47 cm, les calculs ne sont pas bons. On peut donc conclure que la coudée royale utilisée pour la construction de la pyramide est de 0,5235 mètres,
c'est-à-dire 52,35 cm. Bon, il y a des gens qui mettent ça au conditionnel parce que ça marche bien sur le dessin au sol de la chambre, mais ça ne marche pas sur sa hauteur puisqu'elle fait 5,84 m, ce qui donne 11,1 coudées, et en plus de ça, ça ne marche pas du tout avec la chambre de la reine. On peut aussi calculer la coudée royale en se basant sur la pyramide elle-même, mais c'est moins précis. Déjà parce que c'est moins facile à mesurer qu'une pièce rectangulaire, et parce qu'elle est en calcaire et qu'il s'est désagrégé avec le temps. Bref, c'est plus compliqué de mesurer la base d'une pyramide en calcaire que la longueur d'une chambre en granit. Tout le monde s'accorde à dire que la pyramide mesure 440 coudées de côté par 280 coudées de haut. Alors il suffit juste de mesurer la base en mètres et de faire une petite division pour connaître la valeur de la coudée en mètres. Il y a eu tout un tas de campagnes de mesure faites par des personnes comme Flinders Petrie, Glenn Dash, Goodman ou encore Gilles Dormion dont je parlais plus tôt. Bref, je ne vais pas tous les citer, mais je vais prendre les mesures extrêmes qui ont été trouvées par toutes ces personnes. Au plus bas, on est à 230,25 mètres et au plus haut à 230,45 mètres. Ce qui nous donne une coudée à 0,5232 mètres pour la valeur la plus basse et 0,5237 mètres pour la valeur la plus haute. En plus de ces mesures, il y a une théorie qui a été émise en 1952 par Charles Funkelet dans la Revue du Caire, qui dit que la coudée royale a été choisie pour des raisons mathématiques, car il se trouve que pi divisé par 6 donne une valeur de la coudée tout à fait acceptable. Regardons ça. Si on divise pi par 6, on obtient 0,52, 35, 98, 77 et 56. Bon, dit comme ça, on dirait un numéro de téléphone, mais comparons ça aux autres coudées, toutes ramenées en centimètres. Si on prend celle déduite des travaux de Gilles Dormion, c'est-à-dire 52,35 cm, on est carrément bon puisqu'on a les chiffres avant et après la virgule. J'ai presque envie de dire bingo. Bon, pour pas que ça dure 3 plombes non plus, on va juste comparer les valeurs extrêmes déduites des dimensions de la pyramide. On a vu tout à l'heure qu'en fonction des mesures de la pyramide, on peut déduire une coudée de 52,32 cm ou de 52,37 cm. On a donc une différence de 3 dixièmes de millimètre avec la valeur la plus basse et de 2 dixièmes de millimètre avec la valeur la plus haute. Pi divisé par 6 est donc une valeur tout à fait acceptable, mais je ne vais pas choisir que celle-là pour les calculs qui vont suivre, parce que je vous vois déjà en train de me dire oui, tu choisis la valeur de la coudée qui t'arrange pour faire apparaître les résultats que tu veux, blablabla. Ça va, je connais le couplet. Bon, je préfère prévenir, c'est à partir de maintenant qu'on va attaquer les calculs. Alors si vous êtes profondément allergique aux mathématiques, vous pouvez vous rendre à ce timing pour sauter l'aspect technique et vous rendre au chapitre suivant. Alors on va s'organiser une petite interface histoire que ce soit bien clair, sinon on va se mélanger les jambons. On va se faire une colonne à gauche avec toutes les données et on commence avec les différentes valeurs de coudée. La première en jaune sera la valeur d'après les mesures de l'architecte Gilles Dormion, 0,5235 mètres. En violet, on va prendre celle qui nous est donnée par le résultat de pi divisé par 6. Alors oui, on a les 4 premières décimales qui sont les mêmes, mais le fait que ce soit le résultat d'une division, ça nous donne plein de chiffres derrière la virgule et vous allez voir que ça a son importance pour certains calculs. En vert, on va prendre la coudée qu'on peut estimer en mesurant la pyramide et je vais prendre la valeur la plus basse dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire 0,5232 mètres. Pour finir, en rouge, je vais prendre une valeur que j'ai trouvée sur le blog d'un détracteur de toutes ces théories. Enfin, je l'ai trouvé sur 2 blogs parce que les mecs se font des copier-coller entre eux. Ça, c'est pas grave. Il a écrit un article adressé à un défenseur de ces théories. Voilà ce qu'il dit. En se basant sur une coudée royale estimée dans les années 50 par l'égyptologue Jean-Philippe Lauer, entre 52,35 et 52,4 cm, ce docteur a choisi arbitrairement d'estimer la coudée royale égyptienne à 52,36 cm, ce qui va du coup forcément l'arranger pour en déduire un certain nombre de corrélations qu'il va pouvoir trouver entre le nombre pi, le nombre d'or, la coudée royale et le mètre, car c'est bien ici cela le but de la manœuvre. On te la fait pas à toi, hein? T'es un petit futé.
Si le but était par exemple de faire une simple moyenne, il était plus juste de choisir 52,375 cm. Eh ben vendu! Intégrons donc cette valeur de la coudée, 0,52375 mètres. Bon, bah c'est pas mal tout ça. On a la première valeur qui vient des dimensions de la chambre haute, la deuxième qui vient de la théorie selon laquelle la coudée a été choisie pour des raisons mathématiques, la troisième elle est issue des dimensions de la pyramide, et la quatrième c'est une valeur un petit peu aléatoire, qui est la moyenne entre les deux valeurs données par l'égyptologue Jean-Philippe Lauer. En dessous des coudées, on va mettre la première valeur du calcul, c'est-à-dire longueur, largeur, hauteur, etc. En dessous, la deuxième valeur, toujours avec le code couleur. Ensuite, le résultat de l'opération. Et enfin, la marge d'erreur. Sur la droite, on va se mettre une petite pyramide en 3D, histoire d'avoir un repère visuel. Et ceux qui n'aiment pas les maths pourront regarder la petite pyramide tourner. Et en dessous, les détails du calcul. Si vous voulez vous amuser avec les chiffres, je vous ai fait un article sur le blog dans lequel vous pouvez télécharger le tableur que j'ai créé. Le lien est dans la description. Ok, je pense qu'on a tout, les différentes coudées, la pyramide, les calculs. On est parti. Si on fait l'opération demi-périmètre moins hauteur, on obtient ce résultat qui est approximativement 100 fois pi. Avec la coudée déduite de la chambre haute, on a une précision de 0,019%, mais avec la version mathématique, ça devient assez fou, puisqu'on a 12 décimales de juste. Avec la coudée déduite de la pyramide, on a 0,076% de précision, et avec la dernière coudée, on est à 0,029%, ce qui est tout à fait intéressant. Il y a une autre façon de trouver pi qui nous donne exactement le même niveau de précision. Si on fait hauteur moins demi-base, on obtient 10 fois pi, avec le même niveau de précision que le calcul précédent. Alors, pour obtenir pi, et pas 10 fois pi ou 100 fois pi, il faut faire un calcul simple, qui a été exposé pour la première fois par John Taylor en 1859. C'est d'ailleurs de lui que viennent pas mal de théories modernes sur les pyramides. Si on fait demi-périmètre divisé par hauteur, on obtient pi avec le même niveau de précision pour toutes les coudées. Dans cette pyramide, on trouve également le nombre d'or, voilà comment. Si on additionne la demi-base avec la hauteur, on obtient ce résultat qui est une approximation de 100 fois le nombre d'or au carré. Alors je ne vais pas refaire tout le topo sur le nombre d'or parce que j'ai déjà fait 2 vidéos sur ce sujet, vous les trouverez bien évidemment dans la description. Bon, les vidéos sont un petit peu datées, mais vous allez trouver toutes les informations historiques, mathématiques, et surtout la manière dont on utilise le nombre d'or pour toutes sortes de créations. Le meilleur taux de précision se trouve avec la version mathématique de la coudée avec 0,0015%. Pour la coudée numéro 1 et numéro 4, on obtient une précision sensiblement équivalente à 0,02% et la valeur numéro 3 est la moins précise avec 0,078%. Le nombre d'or dans la pyramide, on le trouve sous 2 autres formes. Si on divise l'apothème, c'est-à-dire la ligne qui va du sommet à la moitié de la base, par la hauteur, on obtient ce résultat qui est une approximation de la racine carrée du nombre d'or. La précision est la même pour toutes les valeurs de coudée, 0,021%. Et la dernière forme du nombre d'or que l'on peut trouver, c'est en prenant la dimension de l'apothème et en la divisant par la demi-base. On obtient ce résultat qui est une approximation du nombre d'or avec une précision identique à toutes les valeurs de coudée, c'est-à-dire 0,034%. Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je me suis dit que j'allais passer en revue toutes les constantes mathématiques qu'on pouvait trouver dans la pyramide de Khéops, mais finalement je crois que je vais m'arrêter à pi et au nombre d'or. Déjà parce que c'est ceux que je trouve les plus intéressants, et surtout ça va rendre la vidéo plus digeste. Oui, parce qu'en fait, on trouve aussi la constante de Ramanujan-Soldner, la constante de Neper, la constante de Brun et celle d'Aladi-Greenstein. Voilà, je pense que rien que de les énoncer, on est tous un peu saoulés. Du coup, je vais rester sur pi et le nombre d'or, mais si vous voulez voir toutes les constantes, vous pouvez aller sur le blog et télécharger le tableur, le lien est dans la description. Bon, tous ces calculs mathématiques et leurs résultats sont historiquement aberrants. On n'a aucune preuve que les Égyptiens connaissaient le nombre d'or, ils ne connaissaient pas pi,
En tout cas pas sous cette forme-là. Il n'utilisait pas de nombres entiers mais utilisait les fractions. Et surtout, le problème majeur, c'est que tous ces calculs se basent sur des dimensions en mètres, ce qui sous-entend que les Égyptiens utilisaient le mètre, et ça, historiquement, ça passe pas trop. Si vous avez été attentif, vous avez remarqué qu'il y a des niveaux de précision qui sont très différents et d'autres qui sont identiques. Je vous explique pourquoi. Curieusement, certains niveaux de précision sont identiques, alors que les valeurs de la coudée utilisées pour faire le calcul sont différentes. C'est quelque chose qui n'est pas très intuitif. Si on utilise deux coudées différentes, on va avoir deux dimensions différentes. Et forcément, les résultats du calcul seront différents, donc le niveau de précision par rapport à un résultat attendu sera différent. Vous voyez le... Ouais, on va se prendre un petit exemple, c'est plus simple. Si on fait demi-périmètre divisé par hauteur, on obtient pi. On a déjà vu ce calcul tout à l'heure. Ce qui est perturbant, c'est qu'on a différentes valeurs de coudée, donc on a différentes dimensions en mètres, mais la précision est la même pour toutes les valeurs de coudée. Eh bien, c'est parce que le résultat est le rapport de proportion entre deux mesures, peu importe l'étalon. Là, ça devient intéressant, parce qu'il n'y a pas besoin de passer par le mètre pour trouver ces résultats. Si on prend la valeur en coudée et qu'on fait demi-périmètre divisé par hauteur, ça nous fait 880 divisé par 280 et ça nous donne le même résultat avec toujours 0,04% de précision. Et c'est pareil pour le nombre d'or. Si on fait apothème divisé par la demi-base, ça nous fait 356 divisé par 200 et ça nous donne le nombre d'or avec une précision de 0,009%. En utilisant les mesures en coudée, on met au moins un des problèmes historiques de côté. C'est-à-dire qu'on n'a aucune preuve que les Égyptiens connaissaient le nombre d'or, pi et le mètre. Alors en mettant les mesures en mètres de côté, on enlève déjà cette problématique. Oui, parce que finalement, c'est un peu la problématique de base. Par exemple, la théorie de Funkelet, selon laquelle la coudée royale a été choisie pour des raisons mathématiques et quel est le résultat de pi divisé par 6, ben ça marche, mais ça marche en mètres. Parce que pi divisé par 6, ça donne 0,5235 si on prend 4 décimales. C'est la mesure estimée de la coudée en mètres, pas en yards ou en miles. On peut aussi prendre comme exemple la chambre du roi. Si la coudée royale est le résultat de pi divisé par 6, ça veut dire que dès qu'on voit quelque chose qui fait 6 coudées, ça nous donne pi. C'est aussi simple que ça. Du coup, la chambre du roi, qui est un double carré, a un périmètre de 60 coudées, de largeur de 10 coudées plus de longueur de 20 coudées. 60 coudées avec une valeur de 0,5236, ça donne 31,41 mètres 10 fois pi. Ça marche uniquement si les Égyptiens utilisaient le mètre. Alors il y a des théories autour de ça, notamment avec le lien entre la coudée, pi, le nombre d'or et le mètre, mais je ne vais pas développer ce sujet maintenant, je pense que la vidéo est déjà assez chargée comme ça. Bon, maintenant je pense qu'il est temps de se poser la question. Alors, est-ce que toutes ces particularités mathématiques ont été intégrées volontairement par les Égyptiens de l'Antiquité dans un but qui nous échappe encore, ou alors est-ce que c'est du bullshit intégral et que tout ceci est dû au hasard? Eh bien, au risque d'en décevoir certains, j'en ai aucune idée. Ciao. Ça va. Je vais développer un petit peu. Bon, ce que je vais dire là, c'est une sorte de réflexion personnelle ou de philosophie de comptoir, parce qu'en réalité, mon cerveau est systématiquement tiraillé entre les deux extrêmes. Évidemment que c'est du hasard, évidemment. On prend des dimensions sans logique précise, on passe de la coudée en mètres, on divise, on additionne, et quand on trouve un truc qui nous convient, on dit que c'est incroyable. Évidemment que c'est du hasard. Et en même temps, non. Non. Comment est-ce qu'on peut trouver par hasard des constantes aussi importantes dans une forme géométrique aussi simple? Parce que ça, c'est un point important qu'il faut souligner. Une pyramide est une forme géométrique simple qui réduit considérablement le choix des dimensions. Donc non, ce n'est pas possible de trouver ça par hasard. Bref, vous avez compris ma problématique, je peux tout à fait être d'accord
avec les deux opinions opposées concernant ce sujet. On peut prendre par exemple la démonstration qui a été faite par un certain Jean-Pierre Adam en 1975 dans l'émission Apostrophe animée par Bernard Pivot. Il avait en face de lui Francis Mazières et Maurice Châtelain, et le débat était porté sur les théories de l'archéologie alternative, les pyramides, les lignes de Nazca, etc. N'empêche, ça avait l'air cool la télévision à l'époque, parce qu'il y avait des scientifiques officiels qui débattaient avec des chercheurs indépendants, et l'émission était animée par Bernard Pivot. Je veux dire, aujourd'hui, c'est les Ch'tis à Mykonos ou Danse avec les stars ou je sais pas quoi. C'est plus le même niveau. Hein. Bon, cela dit, quand on voit Jean-Pierre Adam dans un débat, c'est pas super passionnant non plus. C'est même plutôt agaçant. Bref, pour ridiculiser les théories autour des nombres remarquables dans les pyramides, il prend l'exemple d'un kiosque à journaux dans la ville de Paris qu'il a mesuré et dont il va analyser les dimensions. Je vous le fais en accéléré, mais en gros, il dit que la longueur de l'éventaire est de 149 cm, ce qui correspond à 1 100 milliardième de la distance Terre-Soleil. La hauteur postérieure divisée par la largeur de l'ouverture, ça donne 176 divisé par 56, et le résultat est 3,14. La somme des hauteurs des deux arêtes antérieures et des deux arêtes postérieures donne 732, la victoire à Poitiers. Et pour finir, je vous laisse regarder le dernier exemple. Parce qu'on trouve de tout en cherchant ce qu'on veut. 3 cm 10 qui est l'épaisseur de la planche plus 8 cm 8 épaisseur de la latte latérale. En remplaçant les chiffres par la valeur numérique des lettres de l'alphabet, C10 H8, c'est la formule de la naphtaline. Francis Mazières. Alors évidemment, ça paraît logique. Je suis moi-même complètement d'accord avec ça. Évidemment que si on mesure tout et n'importe quoi et qu'on fait des opérations dans tous les sens, en cherchant des trucs comme pi ou le nombre d'or, on va bien finir par les trouver. Et personnellement, j'ai déjà vu des gens me présenter des calculs complètement barrés, que je ne vais pas vous montrer ici, mais j'ai pu y mesurer l'angle d'inclinaison d'une pyramide à Saqqara, qu'il divisait par le vide contenu entre Khéops et Mykérinos, et le résultat donnait le volume d'une autre pyramide à Dachour. Des trucs complètement improbables. Bon, là j'invente, n'allez pas vraiment vérifier les mesures. Hein. Donc ça paraît logique, mais en fait non. Sa démonstration, elle est complètement bidon. D'ailleurs, j'adore la réaction de Francis Mazières. Ça prend une tournure qui m'intéresse vraiment plus du tout. C'est des gags de collégiens. Il a raison le mec, c'est des gags de collégiens. Déjà, une pyramide est une forme géométrique simple. Une base carrée, 4 faces, on peut jouer avec les dimensions de la hauteur, de la largeur, de l'apothème, de l'arête, et c'est tout. Évidemment, si on prend un kiosque à journaux, il y a beaucoup plus de dimensions à prendre, et ça multiplie considérablement les possibilités. Ensuite, les mesures remarquables dans la pyramide ne viennent pas de nulle part. Dans mes vidéos sur le nombre d'or, j'explique que lorsque l'on veut l'utiliser pour dessiner quelque chose, il faut que ce soit sous forme de rapport entre deux longueurs. Par exemple, si vous faites un rectangle qui mesure 1,618 m de longueur par 1,325 m de largeur, vous ne pouvez pas dire que vous avez utilisé le nombre d'or sous prétexte que l'on trouve 1,618 sur la longueur, ça n'a pas de sens. Pour que ce soit un rectangle d'or, il faut que le rapport entre la largeur et la longueur soit de 1 pour 1,618. Par exemple, si vous avez un rectangle dont la largeur fait 2,435 m, vous devez multiplier cette mesure par 1,618 pour tracer votre longueur et ça fera 3,939 m. Ça, c'est un rectangle d'or. Pour en revenir à la pyramide, on trouve le nombre d'or avec le calcul demi-base divisé par apothème. Voyons ce que ça donne avec un schéma. L'apothème, c'est la ligne qui va du sommet à la moitié de la base. Avec un petit coup de théorème de Pythagore, on la calcule à 356 coudées. La demi-base, la voilà, elle fait 220 coudées, puisque la base fait 440, et si on divise 356 par 220, on obtient le nombre d'or avec une précision de 3 chiffres après la virgule. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en proportion, la base de ce triangle rectangle fait 1, et son hypoténuse fait 1,618. C'est une façon tout à fait pertinente d'utiliser le nombre d'or, et ça n'a rien à voir avec le kiosque à journaux et ses calculs complètement hasardeux et sans aucune logique. Oui, parce que dire que c'est le hasard, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faudrait tenter de le prouver et surtout le prouver honnêtement. D'ailleurs, vous pouvez faire le test chez vous, c'est pas compliqué, hein. Il faut un mètre laser et une calculette. Vous mesurez la longueur et la largeur d'une pièce et vous divisez la plus grande valeur par la plus petite.
Vous pouvez aussi calculer l'hypoténuse ou prendre la hauteur, peu importe. L'idée, c'est de comparer deux valeurs d'une même pièce et de trouver comme résultat 1,618. Pas 1,6 ou 1,61 ou 1,62 ou 63, non. 1,618. J'ai déjà essayé chez moi, je vous souhaite bien du courage. On peut aussi faire le même test avec Pi et la chambre du roi. Gilles Dormion l'avait mesuré à 5,235 mètres de largeur pour 10,47 mètres de longueur. Si on calcule son périmètre, on obtient 31,41 mètres. Ce sont les 4 premiers chiffres de Pi. Essayez de mesurer le périmètre de la pièce dans laquelle vous vous trouvez pour voir si vous pouvez tomber par hasard sur 3,14 ou 31,41 mètres. En même temps, si le périmètre de la pièce dans laquelle vous vous trouvez fait 3,14 mètres, c'est que vous êtes probablement aux toilettes et qu'en plus elles sont pas très grandes. Bon, clairement, ça ne peut pas être le hasard tout ça. Mais en même temps, si c'est pas le hasard, c'est quoi d'autre? C'est une équipe d'Égyptiens qui se sont réunis un matin et les mecs qui se sont dit tiens Michel, on va faire une pyramide et dedans on va mettre le nombre d'or, pi, la constante de Neper, même si le mec n'existe pas encore. On va mettre aussi 2-3 autres trucs, tiens, genre la vitesse de la lumière, la distance moyenne Terre-Soleil et surtout Michel, écoute ce que je dis, on va utiliser 2 étalons, le mètre et la coudée royale. Voilà. Comme ça, les mecs, les futurs habitants de la Terre, ils vont pouvoir mesurer le bousin, ok, ils vont pouvoir déduire tout ce qu'on a mis dedans et ils vont en faire des vidéos sur YouTube. Eh oui, Michel, parce qu'il faut... Ce qui me dérange avec le fait que ce soit volontaire, c'est que tout ce qu'on peut trouver dans la pyramide n'a pas forcément de sens. Je vous montrais juste avant l'utilisation du nombre d'or. Ça c'est bon, ça a du sens, ok. Mais prenons un truc que je ne vous ai pas encore montré. Regardons la pyramide du dessus et traçons un cercle circonscrit à la base. Il fait ce chiffre de périmètre exprimé en mètres. Traçons maintenant un cercle inscrit dans la base. Son périmètre fait ce chiffre, toujours exprimé en mètres. Le périmètre du grand cercle moins le périmètre du petit cercle donne ce chiffre, qui est la vitesse de la lumière dans le vide avec 0,001% de précision. Alors, avec autant de corrélations, on a envie de se dire qu'il n'y a plus de place au hasard. Mais en même temps, on est censé en déduire quoi? Que les Égyptiens de l'Antiquité connaissaient la vitesse de la lumière, qu'ils ont décidé de nous la transmettre, et que nous, on est censé faire 2 cercles, soustraire le périmètre du plus grand avec celui du plus petit, et deviner qu'il s'agit de la vitesse de la lumière? Non, parce que là, il y a un truc vraiment que je comprends pas. Comment on est censé faire le lien entre ces 2 cercles et la vitesse de la lumière? Donc évidemment que c'est le hasard. Enfin en même temps, j'ai un problème avec le concept du hasard. L'idée du hasard marche très bien dans certains cas, mais pas du tout dans d'autres. Par exemple, on peut parler de l'origine de notre univers. La thèse matérialiste, qui est la thèse du hasard, nous explique qu'à un moment donné de son existence, l'univers tout entier n'était pas plus gros qu'une tête d'épingle. Il y avait des pressions et des températures inimaginables, et d'un coup, boum, ça explose et ça projette de la matière partout. Ensuite, il y a par hasard des morceaux de cette matière qui se mettent à tourner les uns autour des autres, des étoiles se forment et s'ensuit une liste infinie de paramètres très finement réglés pour que la vie apparaisse, et quelques milliards d'années plus tard, des humains fabriquent des smartphones pour qu'on puisse regarder des chatons sur Internet. Alors si vous êtes matérialiste et que vous ne croyez en aucune forme de divinité, cette explication vous convient très bien. Sauf que si on l'applique sur une autre situation, eh ben ça marche plus des masses. Imaginez que je vous donne 3000 allumettes, vous les jetez en l'air, et quand elles retombent, elles forment par hasard la cathédrale de Strasbourg. Il y en a qui disent que faible probabilité ne veut pas dire impossibilité. Statistiquement, il y a une chance infime pour que ça forme la cathédrale de Strasbourg, donc on va certainement vous dire que ce n'est pas impossible. Mais bon, vous le savez que c'est pas possible, parce que vous arrivez à percevoir la quantité colossale de paramètres qu'il faut valider pour que ce soit possible. Le truc, c'est que pour l'origine de l'univers, on ne s'en rend pas aussi bien compte. Donc le hasard qui donne des résultats cohérents et solides,
C'est un concept qui m'échappe un peu, mais en même temps, du point de vue mathématique, le hasard peut être source d'organisation. Sur ce sujet, je vous conseille la vidéo de Michael Launay sur la puissance organisatrice du hasard, qui explique comment une sélection aléatoire de cases sur un damier donne des résultats similaires et non aléatoires. C'est du hasard au début de l'opération, mais à la fin, il y a une certaine cohérence, l'ordre naît du chaos. Bref, hasard ou volonté, je suis parfaitement incapable de me positionner. Si vous cherchez des discours du type c'est du bullshit, ces gens-là sont des charlatans, nous on a la vérité, vous en trouverez plein sur internet. Et si vous voulez des mecs qui vous vendent du rêve avec une civilisation prestigieuse qui nous a transmis la connaissance universelle que seuls eux ont réussi à décrypter, vous en trouverez plein aussi, mais ce genre de discours, vous ne le trouverez pas chez moi. Bon, vu qu'il faut conclure, je vais faire de la philosophie de comptoir en prenant mon parcours comme exemple. Quand j'ai découvert l'existence des nombres remarquables dans la pyramide dite de Khéops, j'ai voulu vérifier qu'on ne me racontait pas des conneries. Alors j'ai ressorti ma calculette pleine de poussière, je me suis mis à calculer des aires, des volumes et tout un tas de trucs que je n'avais pas fait depuis le collège. J'ai dû me documenter sur le nombre d'or et sur pi, et en faisant ça j'ai appris plein d'autres trucs en maths et en géométrie. J'ai aussi dû me documenter en égyptologie, notamment sur les étalons de mesure, mais pas que. J'ai aussi bouquiné de l'égyptologie en général. Après avoir vérifié, je me suis demandé si c'était du hasard. Alors je me suis interrogé sur la notion de hasard, j'ai découvert des chaînes YouTube de philosophie, des blogs super intéressants, et un jour je me suis dit qu'il fallait que j'aille sur place pour voir cette pyramide de mes yeux. Je suis parti avec Yann de la chaîne YouTube Planet Raw, et là on a eu un coup de foudre amical. On s'est rencontrés, on s'est fait 2 blagues pourries, et on savait qu'on allait être potes. Voyage extraordinaire en Égypte, depuis j'y suis retourné 5 ou 6 fois, c'est l'une de mes destinations favorites. Toujours en me questionnant sur le hasard, j'ai découvert des théories mathématiques, je me suis aussi documenté sur l'origine de notre univers, et je me suis aussi questionné sur Dieu. Est-ce que notre existence est due au hasard, ou est-ce qu'elle est la volonté d'une intelligence originelle? J'ai été voir ce qu'en disaient les partisans de la pensée critique, et aussi les croyants en tout genre. D'ailleurs au passage, j'ai découvert cette phrase formidable de Louis Pasteur: « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. » Le temps passe, je découvre des pratiques ésotériques qui me passionnent, je fais mon propre chemin, je m'épanouis, et quelques années plus tard, je fais un nouveau voyage avec Yann, dans lequel j'ai un coup de foudre, amoureux cette fois, avec une femme qui partage ma vie aujourd'hui. Bref, toute l'histoire que je viens de vous raconter a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et tout ça n'aurait probablement pas été possible sans le nombre d'or dans la pyramide. Alors, je me fous de savoir si tous ces chiffres sont là par hasard ou pas. Et c'est pas parce que je me fous de la vérité, c'est juste parce que j'ai compris qu'on ne saura jamais ce qu'il en est réellement. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que ces nombres dans la pyramide m'ont fait devenir plus curieux, plus intelligent, plus ouvert d'esprit. Ils m'ont fait rencontrer des personnes magnifiques. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que c'est aussi votre cas. En tout cas, je l'espère. Ciao.